Mes chers collègues, nous nous réunissons aujourd'hui pour entendre Monsieur Mathieu Bellassène, qui est psychiatre et qui est auteur d'un ouvrage qui est intitulé « Abolir la contention ». J'avoue que je ne l'ai pas lu, mais vous êtes invité à cette réunion sur les interventions insistantes et amicales de Raymond de Poncémonge. Donc c'est volontiers que nous faisons cette audition qui, je dois vous le dire quand même, se place en marge de la mission d'information de notre commission sur l'état des lieux de la santé mentale en France depuis la crise sanitaire, qui est donc actuellement menée par Jean Sol, qui est là, Daniel Chassaing et Céline Brulin, n'est-ce pas? Donc, de manière plus directement liée à cette mission d'information, la MEX devrait prochainement également auditionner Raphaël Gaillard, qui est professeur de psychiatrie, responsable du pôle hospital-universitaire de psychiatrie de Sainte-Anne. Sur la santé mentale, la psychiatrie en France, la date de l'audition avait été, je vous le dis, fixée au 13 mai. Et elle n'est plus valide maintenant, du fait que le 13 mai, on a un ordre du jour assez conséquent en séance publique. Et donc, on ne peut pas entrer en concurrence avec cet ordre du jour. Donc, on remettra l'audition de M. Gaillard par la suite. Monsieur, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vais évidemment vous laisser la parole. Je vous laisse la parole dans un premier temps. Vous nous donnez un propos liminaire, aussi long que vous le voulez. On est là jusqu'à minuit, donc pas de problème. Vous pouvez aller jusque-là si vous le souhaitez. Donc, soyez assez court de manière à ce que nos collègues puissent évidemment vous interviewer. Et encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse la parole. Écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. Ce que je vous propose, pour commencer, c'est de laisser la parole au premier concerné, puisque la contention, alors je précise bien la contention mécanique dont on va parler, puisqu'il y a plusieurs types de contention, physique, etc. Et là, la contention mécanique, c'est avec des sangles. Pour juste vous préciser aussi qu'elle n'est encadrée légalement que dans les services de psychiatrie adulte. Elle n'est pas encadrée dans les services de médecine, en réanimation, dans les foyers, aux urgences, dans les EHPAD. Donc c'est important puisque les chiffres que je peux vous donner tout de suite, là, c'est-à-dire Magali Coldefi qui travaille à l'IRDES, les chiffres de 2023, c'est 8000 personnes attachées par an, donc dans les services de psychiatrie adulte. Et ça ne comprend pas tout le reste. Donc aux urgences, par exemple, on ne sait pas, on n'a pas de chiffres. Donc ça, peut-être, c'est quelque chose qui sera intéressant, c'est d'essayer de pouvoir avoir des chiffres à un moment donné. Donc c'est 8000 personnes attachées, à mettre en regard des 30 000 personnes qui sont en isolement tous les ans, dans les services de psychiatrie adulte également, et les 80 000 personnes hospitalisées sans leur consentement dans les hôpitaux. Alors l'un découle de l'autre. Vous êtes hospitalisé sans consentement, puis après enfermé, puis après attaché. Bon. Donc, vous avez cité l'ouvrage « Abolir la contention ». Je vais juste vous citer un petit... J'ai reçu des témoignages donc, des premiers concernés, donc je vais vous en lire un. C'est le suivant. « J'ai toujours les souvenirs de ces contentions, de ces sangles serrées sur ma peau. Après ma dernière hospitalisation de 2021, j'avais accumulé un bon stock de traumas dus aux violences psychiatriques. Retrouver une place confortable dans un lit normal me paraissait compliqué. Souvent, je me tortillais plusieurs fois avant de dormir pour trouver une position confortable et j'avais des flashbacks remontant à ces expériences. Je m'endormais parfois plus recroquevillé qu'un fœtus. La nuit, je bougeais tellement que ma tête se retrouvait au pied du lit. Depuis 2016, pas un seul jour ne passe sans que j'y pense. Il est dur de garder le silence après avoir vécu de telles choses et surtout de dormir sur ses deux oreilles en sachant que d'autres vivent encore ces horreurs dignes du Moyen-Âge dans la France d'aujourd'hui. » Donc c'est un témoignage que j'ai recueilli en fin 2023, enfin mi-2023. Alors, si vous voulez, ce témoignage, pourquoi aussi ce livre, quand même, il faut que je vous précise. Moi, j'ai été psychiatre, médecin, chef d'un service de psychiatrie en banlieue parisienne là, pendant plusieurs années. Nous n'avions pas recours à la contention et on recevait les mêmes patients que tout le monde. On était un service portes ouvertes. On était le seul service de l'hôpital portes ouvertes, mais avec des personnes hospitalisées avec leur consentement ou sans leur consentement. Mais on travaillait, si vous voulez, l'ambiance de soins entre les patients et l'équipe et leur famille. Bon.
Donc c'est un petit peu fort de cette expérience-là dont je vous parle. Pour vous dire aussi que dans une étude qui va être rendue publique le jeudi 5 juin à Saint-Cyr-du-Mont-d'Or, du côté de Lyon, une étude qui s'appelle l'étude Pledcare, des gens ont essayé de voir un petit peu la proportion d'hôpitaux qui faisaient sans contention ou avec un moindre recours aux mesures de contrainte. Et donc les chiffres, c'est 15% des lieux d'hospitalisation font sans ou sans trop, et 85% ont une pratique régulière, commune, voire très très régulière, voire intensive de la contention. Bon, alors ça c'est la première chose. Alors une chose que je peux vous dire et qui coûterait 0 €, donc ça c'est peut-être que le politique peut s'en saisir, c'est de pouvoir se mettre en conformité avec le fait, et le contrôleur général des lieux de privation de liberté dit la même chose, c'est que dire que la contention mécanique c'est un soin pose un certain nombre de problèmes. De dire que c'est une pratique de sécurité, c'est-à-dire quand on n'a pas forcément le choix de faire autrement, on a recours à la contention, c'est une chose, mais de dire que c'est un soin, ça permet aux soignants de se déresponsabiliser de ces pratiques qui, là je vous ai lu qu'un témoignage, mais il y en a plusieurs, qui, les patients disent que ça les traumatise, voire ça les retraumatise. Il y a énormément, ça vous devez le savoir aussi, énormément de patients en psychiatrie qui ont des troubles graves après avoir subi des incestes, des agressions sexuelles, des choses voilà, qui rendent malades, quoi. Donc la contention, en fait, par son dispositif même, hein, vous êtes allongé sur un lit attaché, forcément, ça représente un imaginaire de pouvoir, de domination, voire là ce que dit un certain nombre de témoignages, des vécus de viol et des choses comme ça. Donc de dire que c'est un soin, c'est problématique puisque ça permet aux soignants et à nous toutes et tous de se dire qu'on fait ça pour le bien des personnes. Or, ça va contre le vécu des personnes attachées. Ça va aussi contre le vécu des soignants qui, quand au départ ils attachent, se sentent pas bien et se sentent même honteux de ces pratiques. Et alors, on parle souvent des chocs d'attractivité pour l'hôpital public, mais un bon choc d'attractivité, ça serait d'avoir des pratiques qui ne soient pas des pratiques délétères et dont on ne se sent pas fier. Donc le fait qu'il y ait de plus en plus de contention, parce qu'il faut dire, là aussi, comme on n'avait pas les chiffres, c'est difficile d'extrapoler, mais à partir d'enquêtes notamment journalistiques, etc., il y a un sentiment que ces pratiques avaient moindre cours auparavant. Hein. Mais par contre, et ça vous allez entendre ces arguments assez régulièrement, c'est-à-dire de dire la contention, c'est du fait du manque de moyens. C'est vrai, mais ça ne suffit pas, puisque c'est surtout une question de culture de soins. Alors pour celles et ceux, si vous recevez Raphaël Gaillard prochainement, il y a un documentaire qui s'appelle Sainte-Anne Hôpital Psychiatrique, qui est paru en 2011, qui a été interdit depuis, mais qu'on peut retrouver quand même sur YouTube. À l'époque, il n'y avait pas de problème de personnel à Sainte-Anne et on voit des scènes de contention. Et surtout, il a été interdit ce documentaire parce que les gens de Sainte-Anne étaient très contents du documentaire et puis la patatrac. Les familles et les patients ont porté plainte auprès du Conseil de l'Ordre et les 2 médecins-chefs ont été interdits d'exercer la médecine pendant 1 an avec sursis et 3 mois ferme pour tout un tas de griefs. Mais ce qu'on voyait dans le documentaire, c'est qu'on tutoie les patients, qu'on leur parle pas bien, quoi, qu'on les met en isolement, voire en contention de manière assez punitive. Bon. Donc si vous voulez, le fait de travailler à des ambiances de soins qui ne soient pas dans des cultures comme ça, de ce que j'appelle moi la culture de l'entrave, ça peut permettre de réduire, voire de se passer des choses. Dans la littérature internationale, puisque dans le livre aussi je fais un petit panorama, en fait depuis le rapport de 2016 du CGLPL sur l'isolement et la contention, en fait rien de neuf sous le soleil, c'est-à-dire que nulle part dans la littérature internationale il est dit que ça soigne et que c'est thérapeutique. Par contre, vous avez des psychiatres qui dans des articles, notamment en 2017, vont dire que c'est thérapeutique.
mais en fait c'est légitimé sur aucune étude scientifique, et même dans les dernières études, une étude internationale qui a été faite aux États-Unis, Japon, Nouvelle-Zélande et Australie, il est dit que non seulement c'est pas thérapeutique, mais même que l'inverse pourrait être vrai, c'est-à-dire que ça traumatise, voire ça retraumatise les gens. Donc ça c'est quand même quelque chose d'important à avoir en tête. Il y a tout un tas de programmes internationaux qui font état de réduction des pratiques coercitives, et notamment de contention. Et alors, ce qui est intéressant de constater, je pense que l'étude de Pletker va le montrer, ça, c'est qu'en fait, il faut un engagement fort à tous les échelons de ce que moi j'appelle le corps psychiatrique. Alors, désolé ou heureusement, vous faites aussi partie du corps psychiatrique, du haut du corps psychiatrique, c'est-à-dire des tutelles. Si vous voulez, par exemple, il y a... en ce moment, là, il y a eu les agréments pour les hôpitaux publics, hein, pour savoir si on peut recevoir des patients hospitalisés sans consentement, notamment. Alors, je vous parle d'un dilemme. Vous avez beaucoup d'hôpitaux qui ont eu des recommandations, voire des recommandations urgentes du contrôleur des libertés pour dire qu'il y a des pratiques qui sont indignes, maltraitantes, etc. Ces hôpitaux-là n'ont pas de problème pour avoir de nouveau leurs agréments. Par contre, deux cas. Le premier, c'est le cas de l'hôpital de Laragne, du côté de Gap, dans les Alpes de Haute-Provence. Laragne, ça fait depuis leur existence dans les années 50-60, ils n'ont jamais eu de chambre d'isolement, ils reçoivent tous les patients, hein, comme tout le monde, des patients hospitalisés par le préfet, des patients hospitalisés sans consentement, des patients hospitalisés en libre. Ils n'ont pas d'isolement, ils n'ont pas de contention. Et là, on leur dit, mais si vous ne construisez pas d'isolement, eh bien, on ne vous donnera pas les autorisations d'exercice de la psychiatrie. C'est-à-dire que les hôpitaux qui développent une contre-culture, la culture un peu dominante de contrainte, sont pénalisés. Et ça, le contrôleur des libertés disait la même chose, c'est-à-dire que les 15% des hôpitaux ou des services qui essayent de faire autrement doivent se justifier auprès des 85%, comme quoi c'est pas normal, vous n'avez pas les mêmes patients que les autres. Petite anecdote, encore récemment, dans un congrès de psychiatrie, un jeune infirmier dit, mais nous, on travaille dans tel lieu en France, voilà, on a des patients très difficiles, il y a des trafics de stupéfiants notamment, on ne pourrait pas se passer de la contention. Et là, il y a un collègue infirmier des quartiers nord de Marseille qui dit, bah, nous, on réduit, on essaye de s'en passer, on ne peut pas dire qu'au niveau de l'imaginaire de la dangerosité criminologique et de trafic de stupéfiants, on soit moindre que dans votre lieu. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une affaire de quel type de population on a, c'est vraiment une affaire de qu'est-ce que le haut du corps psychiatrique. Donc là, j'ai parlé des politiques, mais il y a aussi les ARS. Donc là, c'est l'ARS qui donne les agréments pour recevoir les patients. Qu'est-ce qu'ils soutiennent? Les directions des hôpitaux aussi, puisque, par exemple, il y avait le directeur de La Roche-sur-Yon qui a pris son poste l'année dernière et qui avait pour objectif d'essayer de tendre vers zéro contention et isolement. Donc c'est pas la même chose quand vous avez un directeur dans un hôpital qui soutient ça ou quand vous avez un directeur qui soutient une autre position. Et c'est pas la même chose à l'échelon d'en dessous quand vous avez des médecins-chefs qui essayent de réduire la contrainte, etc., etc. Donc vous voyez, c'est vraiment tous les échelons. Et déjà que les patients, on leur fait beaucoup porter, essayons de ne pas en plus leur faire porter nos défauts ou nos errements, c'est-à-dire de ne pas essayer de changer l'ambiance dans les services. Alors là aussi, il y a des constantes pour travailler une ambiance dans un service et pour réduire le niveau de contention. Dans le livre, moi j'appelle ça, si vous voulez, le système contentionnaire. C'est-à-dire que la contention, c'est la pointe émergée d'un iceberg. Et il y a la sangle, on peut dire financière, hein, la réduction, les réductions notamment des postes, le développement de l'intérim médical, l'intérim infirmier, ça rend difficile une continuité, une permanence des soins et puis de la relation avec les patients. Donc si vous voulez, il y a ces sangles-là, mais il y a aussi une sangle de qu'est-ce qu'on imagine comme étant des soins. Donc là, j'en reviens à ma première proposition, de pouvoir dire que la contention n'est pas un soin, mais c'est une pratique peut-être de sécurité, mais de dire que c'est un soin, ça semble problématique. Bon.
Voilà ce que je peux vous dire dans un premier propos liminaire. Dans les autres points quand même importants, donc dans les études internationales quand même, et ce qui se retrouve dans le quotidien de nos pratiques, c'est qu'il faut une volonté forte dans l'établissement, une volonté forte dans les services, mais surtout, il faut associer les patients à toutes ces histoires. C'est-à-dire que si vous voulez, et moi ça c'est ma pratique depuis un certain nombre d'années, maintenant quand on fait appel à moi pour des formations, je vais toujours avec les premiers concernés former les équipes de soins ou former les professionnels, parce que les premiers concernés, les patients, voilà, peuvent apprendre aux soignants et aux politiques aussi. Donc je vous engage à recevoir des associations d'usagers qui se sont vraiment coltinées la psychiatrie, hospitalisation, sous contrainte, etc., puisque ça permet quand même de modifier et le regard, mais surtout la façon dont on se parle les uns avec les autres. Et donc ça, c'est aussi une constante dans la littérature internationale, le fait que les programmes qui diminuent la contrainte dans les établissements sont faits avec les premiers concernés. Je vais peut-être m'arrêter là. Très bien. On ne voulait pas vous contraindre à aller au-delà. Madame Poncet-Monge d'abord, puisque c'est toi qui invites. Et puis après, on passera à Jean Sol et puis aux collègues. Je vais rebondir sur la fin. C'est plus pratique. On dit associer les patients, mais effectivement, les pairs, ce qu'on appelle, nous, les pairs, comment vous les associez, y compris voilà, dans le soin. Là, vous avez parlé de la formation, mais ce n'est pas simplement récolter leur vécu, je suppose. C'est dans l'équipe soignante. Comment vous intégrez les pairs? Est-ce qu'ils sont organisés? Parce qu'une association, c'est pas... on voit ça de façon extérieure, une association d'usagers, une association de patients. Mais si je comprends bien, dans le travail de formation, mais aussi dans le soin, c'est quoi d'associer, d'intégrer les pairs? Alors, bon, moi je viens d'une culture de soins, ce à quoi je me réfère, c'est ce qu'on nomme la psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire l'idée c'est qu'il faut soigner les lieux de soins pour pouvoir bien soigner les patients, puisque les lieux de soins ont tous leurs aliénations, leur hiérarchie avec leurs effets. Donc, pour ce faire, il y a des techniques assez simples, des techniques de réunion. Par exemple, dans le service que je dirigeais, on avait une réunion sur l'unité d'hospitalisation toutes les semaines, avec tout le monde, quoi, les patients, les soignants. Ça permettait de parler du quotidien. Ça permettait, par exemple, de parler de la chambre d'isolement. Ça permettait de parler, par exemple, sur la question de la représentation des usagers. Un jour, un patient vient en disant, ce matin, il n'y avait pas de lait à l'hôpital, il y en a marre, ça fait une semaine. Bon, alors, est-ce qu'on avait fait les commandes? Donc, on essaye de voir. Et puis finalement, non, alors, il faut que vous vous portiez plainte à la commission des usagers, plaignez-vous, et puis donc une pétition qui est faite, et puis etc. Bon, et 2 semaines plus tard, un autre patient dit, mais d'ailleurs, il y a qui à la commission des usagers comme usager? Alors, il n'y a que les associations de famille dans l'hôpital où je travaillais. Ah oui, mais ça ne va pas, parce que moi, ma famille, ils veulent m'enfermer, alors s'il n'y a que des familles comme ça ne va pas le faire. Hein. Bon. Et du coup, on fait tout un travail avec une association qui est agréée par la RS Île-de-France pour la représentation des usagers, pour que les patients rencontrent, les pairs rencontrent cette association et se représentent eux-mêmes. Bon, l'hôpital dit, non, voilà, il y a déjà des usagers. Donc là, il est fait un recours au tribunal administratif en disant, est-ce que c'est normal sur le siège des usagers? Usagers patients, usagers famille, c'est la même chose. Bon, alors là, c'est là où vous allez intervenir. 4 ans plus tard, réponse du tribunal administratif. Dans la démocratie sanitaire, il n'y a pas de distinction entre usager famille et usager patient. Ce qui pose un problème. Donc là, il y a aussi un point politique, c'est-à-dire qu'on ne défend pas les mêmes choses quand on est patient ou quand on est famille, quoi. Bon. Donc il y a ces techniques-là, mais il y a d'associer en fait les gens et de leur parler ce qu'on fait, quoi. Et de développer, moi, ce que j'appelle des contre-pouvoirs, finalement, dans les institutions. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai vu d'un très bon œil le fait que le juge des libertés de la détention vienne en psychiatrie, puisque ça permettait, par exemple, quand les patients, je les hospitalisais sans consentement, je leur disais, mais en fait, le juge, il est là pour juger moi, pour voir si je vous interne pas de manière arbitraire et abusive. Voilà, c'est un contre-pouvoir. Bon. Donc, potentiel, hein, puisque souvent, c'est juste, on entérine la décision. Mais voilà, c'est des choses comme ça, et puis
c'est au fond aussi s'appuyer sur les histoires qu'on va pouvoir tisser avec les patients sur un temps plus ou moins long, plus ou moins court, vous voyez. Et puis, il y a aussi, et ça je pense qu'en psychiatrie souvent on est un peu gêné, c'est de pouvoir raconter aussi en tant que citoyen, puisque les patients sont des citoyens bien entendu, qu'est-ce que c'est que l'hôpital public, quelles sont les contraintes, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et alors en fait, de faire ça, ça permet quand même de diminuer le niveau d'agitation dans les services, ça permet aussi que les gens puissent avoir plus confiance parce qu'ils ne se sentent pas un peu pris au piège. Donc voilà, il y a un peu toutes ces techniques-là d'ambiance. Et puis par exemple, nous on avait monté un conseil local de santé mentale qui existe toujours, et c'était les usagers du secteur qui étaient là, c'était pas juste les associations représentantes. Hein. On avait fait un travail pour que l'un des clubs thérapeutiques du secteur, donc c'est une association où il y a des patients et des soignants, où les patients puissent représenter les usagers au conseil local de santé mentale, pour que les patients puissent créer un groupe d'entraide mutuelle dans la ville où je travaillais. Et donc tout ça, ça permet en fait que les gens se saisissent, et ça permet quand même de modifier largement les rapports entre soignants, patients, mais aussi dans la société. Vous voyez. Par exemple, nous, on travaillait avec un théâtre, une scène nationale, là, et dans ce lieu-là, les patients pouvaient raconter aux gens du théâtre comment ils se sentaient, les difficultés qu'ils pouvaient avoir quand ils étaient hospitalisés. Et sur cette autre scène, ils pouvaient se traiter des choses qui, du coup, nous permettaient, nous, de réfléchir comment on allait mieux accueillir les gens. Voyez. Donc ça, c'est vraiment une histoire de disposition, et alors qui sont rendues plus difficiles avec tout un tas de normes actuelles, quoi, et puis de contraintes temporelles. C'est-à-dire, plus on est saturé, par exemple, dans les unités d'hospitalisation, plus on va devoir faire sortir les patients vite, donc plus ils vont sortir mal, moins bien. Et donc, plus la confiance, le temps que prend la confiance pour créer une confiance avec eux sera moindre. Donc ça aide pas. Pour autant, dans tous les lieux, ça c'est au fond ce qui est le soin, c'est ce qui va créer au fond la relation avec les gens, quoi. Et donc de créer des dispositifs où on va échanger, ça crée de la relation, et puis ça permet aussi que les gens se représentent eux-mêmes. Voilà. Et pour les formations, par exemple, moi j'avais été formé l'équipe de Villeurbanne, là, de santé mentale et communauté, avec le club thérapeutique du secteur où je travaillais. C'est-à-dire qu'on y avait été, puis on avait été payé, le club, et puis c'était le club qui a été payé pour la formation, quoi, vous voyez. Et donc ça a modifié quand même aussi des choses à l'intérieur de notre service. Hein. On pourrait dire c'est un petit peu de la paire aidance sans le statut, quoi. Voilà. On va se partager les questions avec Céline Brulin, si tu le permets. Bon, comme vous le savez, M. Pélassène, nous menons actuellement une mission d'information sur la santé mentale depuis la crise sanitaire, puisque ça avait fait émerger pas mal de choses. Et donc on essaie de regarder un petit peu ce qui s'est passé depuis. Et au cours de nos auditions, il nous a été rapporté notamment que dans la psychiatrie sectorielle, l'obligation de recevoir des patients en soins sans consentement et la nécessité de rendre compte de chaque mesure d'isolement ou de contention, notamment devant la justice malheureusement, a affecté fortement les conditions de travail et alimenté la perte d'attractivité du métier de psychiatre hospitalier. C'est ce que vous nous avez dit à demi-mot là tout à l'heure. Est-ce que vous partagez ce constat? Que peut-on faire pour y remédier? Oui, alors oui et non. Parce que si vous voulez, comme je vous l'ai dit, le fait qu'il y ait des contre-pouvoirs et que finalement ça soit pas facile d'enfermer les gens, de les isoler, de les attacher, c'est plutôt une bonne chose, en fait. C'est-à-dire, ça a permis qu'on puisse s'interroger là où quand même, dans la culture asilaire, qui existe toujours, même si on dit il n'y a plus l'asile, etc., le système asilaire, quoi, c'est plutôt pas mal qu'il puisse y avoir des contre-pouvoirs effectifs. Et là aussi, si les certificats, par exemple, que l'on fait sont juste des certificats un peu cosmétiques, voilà, qui ne permettent pas vraiment de s'interroger, ou qui sont faits, au fond, pour... en effet, là où les collègues ont raison, c'est que, en fait, on n'aime pas attacher les gens, en vrai. On n'aime pas les enfermer, on n'aime pas... Bon, mais il y a des moments où on ne peut pas faire autrement, où on est responsable de la responsabilité d'autrui, on peut dire, quand autrui ne peut pas se prendre en charge. Bon, mais le fait est que
tout nous pousse actuellement à avoir des pratiques dont on sait qu'elles sont problématiques. C'est ça qui ne va pas, si vous voulez. Ce qui est vraiment la difficulté d'attractivité du métier, c'est plutôt le conflit éthique qu'on a. En fait, au fond, on sait ce qui soigne. Hein. Ce qui soigne, c'est prendre le temps suffisant. C'est déjà d'avoir des dispositifs qui permettent que quand les angoisses surviennent, elles ne se transforment pas en agitation. Donc là, c'est tout le dispositif de prévention. Ce n'est pas la même chose quand vous avez un centre médico-psychologique qui fait de l'accueil direct, qui a cette possibilité-là, ou quand la famille peut venir avec son proche en disant là, il ne va pas bien, recevez-le, que non, il y a un an d'attente, et puis il n'y a plus que les urgences, et puis aux urgences, il va attendre 10 heures, et puis la personne il sera angoissée, donc elle va s'agiter, donc elle sera attachée, donc le psychiatre va appeler le psychiatre de garde à l'hôpital, va lui dire il est agité, il est attaché, il faut que tu prépares une chambre d'isolement et une contention. Donc vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle dans le jargon la pathoplastie, c'est-à-dire que les dispositifs de soins créent de la pathologie, en fait créent de la surpathologie, ajoutent de la pathologie à la pathologie. Bon. C'est surtout ça, si vous voulez. Moi, je suis parti de l'hôpital public pour l'instant, je suis en disponibilité. J'ai dénoncé des enfermements illégaux pendant le premier confinement. D'ailleurs, j'ai été reconnu lanceur d'alerte. Je suis le seul lanceur d'alerte en psychiatrie, reconnu lanceur d'alerte par le défenseur des droits. Si vous voulez, ce qui n'allait pas, c'est qu'on enfermait les gens alors qu'on n'avait pas à les enfermer. Vous voyez, il y avait un peu le préjugé d'irresponsabilité des patients, comme quoi ils ne respecteraient pas le confinement. C'est pas vrai. Bon, donc d'avoir des pratiques comme ça, c'est ça qui fait qu'il y a un manque d'attractivité. Après, en fait, pour pas que les gens aient à faire de certificats pour le contrôle des contentions et des isolements, il suffit en fait que les gens puissent arriver de manière libre et plus facilement à l'hôpital. Nous, dans le service, la première des choses, c'était de dire que les gens qui étaient consentants à se soigner, qu'on les hospitalise dès qu'ils sentent le besoin. Maintenant, dans la plupart des lieux, quand les gens ont envie d'être hospitalisés parce qu'ils ne se sentent pas bien, on leur dit non, on réserve les places pour les gens hospitalisés sous contrainte. Donc il va falloir attendre que la personne aille de plus en plus mal, qu'elle aille aux urgences, qu'elle s'agite, qu'elle soit contentionnée. Donc, si vous voulez, c'est ça le problème majeur. C'est pour ça que je parle du système contentionnel. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tout revoir. Il faut tout revoir, c'est-à-dire que il faut revoir si on veut attirer des soignants, et quand je dis soignants, c'est pas que les psychiatres, hein, parce que les infirmiers, ça les amuse pas, et les infirmières surtout, ça les amuse pas d'attacher les gens, ça provoque vraiment des souffrances. Et c'est pour ça que les gens aussi partent de l'hôpital public, puisque l'hôpital public, c'est le lieu où vont se générer le plus de contraintes, puisque à part 5 cliniques en France qui reçoivent des hospitalisations sans consentement, il n'y a qu'à l'hôpital public où on reçoit des hospitalisations sans consentement. Bon, donc, si vous voulez, c'est ça qui provoque un peu du désespoir chez les soignants. Mais à ce désespoir, encore une fois, répond le désespoir des patients. Parce que quand vous allez voir vos soignants, quand vous en avez encore, et que vous dites « je ne vais pas bien, s'il vous plaît, faites quelque chose pour moi », et qu'il n'y a pas de réponse, c'est terrible. Pareil pour les familles, quand les familles vont voir les équipes de soins en disant « mais faites quelque chose ». Et puis qu'à la fin des fins, la personne finalement elle est hospitalisée, attachée, alors qu'on sait qu'on aurait pu faire autrement. On le sait. Vous voyez, un exemple. Quand je travaillais au centre médico-psychologique, que je connaissais, il y avait une famille qui m'appelle, qui me dit « voilà, mon proche ne va pas bien, venez à la maison ». Très bien, visite à domicile, c'était plutôt une pratique qu'on essayait de tenir. Mais alors là, le dilemme que je dois arbitrer moi, mais qui en fait, c'est pas à moi de l'arbitrer. Le dilemme, c'était est-ce que je prends 3 heures pour aller au domicile de la personne ou est-ce que j'annule 15 consultations ? Vous voyez ? Et si j'annule 15 consultations, des gens que je devais voir vont probablement aller moins bien, et du coup, ça ne va pas aller. Si je ne vais pas au domicile de la personne, ça se trouve, si j'y vais, je vais renouer le contact avec elle grâce à mes collègues. Si la police et les pompiers sont appelés, ça va permettre de diminuer la pression parce que les pompiers, la police, ils ne sont pas forcément formés aussi à comment on fait avec des patients qui sont délirants, qui sont suicidaires. Bon. Donc, ça va permettre que la plupart du temps, les gens étaient d'accord pour nous suivre et pour aller aux urgences. Comme on avait fait un travail de partenariat et que je connaissais l'urgentiste, l'équipe des urgences, ça permettait que le patient soit vu direct, qu'il n'attende pas aux urgences, et que du coup, la place à l'hôpital, elle était prise directement. Il arrivait dans le service, on se voyait le lendemain, et puis voilà, déjà, ça allait mieux. Vous voyez ? C'est-à-dire que, en fait, on sait ce qu'il faut faire, en vrai, pour
transformer les situations aiguës en situations subaiguës et pour désescalader. Donc si vous voulez, la désescalade, si j'en reviens à la contention, la désescalade qui est dit par la Haute Autorité de Santé en 2017 là, dans une recommandation, puis ce qui est dit à peu près dans la littérature internationale, c'est une désescalade dans les services quand une situation aiguë se présente, mais il faudrait aussi penser à une désescalade institutionnelle à tous les échelons. C'est-à-dire, vous voyez, une première des désescalades, c'est qu'il y ait des dispositifs de prévention accessibles facilement. Hein. Voilà. Oui, merci. Je me permets de rebondir sur la question que vient de vous poser à l'instant Jean Sol, parce qu'apparemment, si j'ai bien compris, les psychiatres se disent embolisés par le travail de certification qu'ils doivent faire effectivement dans les cas d'isolement ou de contention, mais également dans le cas d'hospitalisation sous contrainte. Or ça n'appartient pas au choix du psychiatre. C'est le représentant de l'État qui en décide. Et c'est un peu ça sur lequel il nous alertait. Et je pense que tout le monde a entendu comme moi que chacun de ceux qui nous alertaient sur ça comprenait et adhérait au fait qu'il devait rendre des comptes, bien évidemment, il nous le disait. Donc sur ce point-là, et ensuite, vous faites une différence qui me semble évidente sur le fait qu'on ne peut pas considérer que la contention soit du soin, mais en revanche, vous dites qu'il y a aussi un aspect de sécurité. Et donc, quelles sont ou quelles seraient les mesures alternatives à la contention sur cet aspect sécurité ? On a rencontré, auditionné des professionnels qui nous disent devoir faire parfois appel à des agents de sécurité privés. Bon, ça me pose question aussi. Et vous dites, je comprends votre réflexion et votre analyse systémique. Je comprends parfaitement qu'une désescalade institutionnelle est nécessaire. Mais dans des cas de crise précis, etc., comment doivent faire les professionnels? Et vous dites, c'est pas seulement lié au manque de professionnels, mais quand même, je pense que des services d'urgence embolisés qui doivent recevoir des patients en pleine crise, violents pour les autres, mais aussi pour eux-mêmes, cherchent, et on ne peut pas leur en faire le reproche, des moyens de sécuriser tout le monde. Et enfin, beaucoup nous ont aussi dit que le métier d'infirmier psychiatrique, qui n'existe plus, cette spécialité qui n'existe plus aujourd'hui, était peut-être pas la réponse miraculeuse, mais quand même une réponse à ces situations qu'on rencontre. Donc, quel est votre avis là-dessus? Oui, je voudrais juste ajouter, Monsieur Belhassem a commencé son propos en parlant de contention, dont la contention mécanique. Et là, on n'est bien que dans la contention mécanique, pas dans le reste. Alors, pour reprendre tout premier point là, sur la question des hospitalisations sans consentement, en fait, en travaillant bien l'ambiance et le secteur, on peut diminuer le nombre d'hospitalisations sans consentement et faire qu'il y ait quasiment que des hospitalisations libres. Là, je vous renvoie au travail d'un de mes collègues, Pedro Serra, qui est médecin-chef à Bondy, dans le 93, et qui a diminué drastiquement en faisant de l'aller vert, du club thérapeutique, tout un tas de choses, le nombre d'hospitalisations sans consentement. C'est-à-dire, en se rendant disponible facilement, vous diminuez les hospitalisations sans consentement. Vous voyez, donc, bon, ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, alors, encore une fois, moi, je m'appuie sur ma pratique. Dans le service d'hospitalisation, il n'y avait pas de contention. Il y avait des crises d'agitation, etc. Bon, déjà, il y a une façon de se positionner, de ne pas prendre pour soi déjà quand un patient va vous insulter, va vous délirer des choses graves, etc. Faire votre boulot de soin, c'est-à-dire, bon, la personne est malade, donc comme elle est malade, on va essayer de prendre en charge sa maladie et pas ses propos, parce que ça aussi l'inflation de plaintes contre les patients pour des propos, etc. Il y a des fois, c'est un peu du déni de la folie aussi. Quand je dis folie, c'est pas un mauvais terme, c'est-à-dire que c'est quand les gens vont pas bien, bah, il y a des fois, ils sont hors d'eux, quoi. Et puis, c'est ça qu'il faut soigner. Bon, donc, quand il y a des situations de violence, si vous voulez, encore une fois, la violence du patient répond aussi
à toute une série de violences. Je prends juste ce petit exemple. Le patient qui vient demander 15 fois son paquet de cigarettes aux soignants qui disent « on arrive », le « on » en plus, qui n'arrive jamais. À la 16e fois, il s'énerve parce qu'il est poli, il a attendu 15 fois. Et puis là, on va lui sauter dessus en disant « il est intolérant à la frustration, injection, isolement ». Voyez, et là, on n'aura pas eu toute l'affaire, c'est-à-dire qu'il y a un contexte qui a fait que la personne est devenue violente, mais elle est devenue violente et peut-être qu'il faut qu'on se pose la question dans l'après-coup, qu'est-ce qui a rendu la personne hors de ses gonds? Il y a des fois, on peut dire, elle est envahie, elle délire, et on n'aurait pas pu penser qu'il y a un contexte qui... Mais souvent, et souvent quand les gens sont hospitalisés, il y a un contexte qui est souvent occulté. Bon. Alors, dans les situations maintenant, quand ça se présente, en fait... Quand il y avait du monde dans les services, vous faites appel au renfort, vous avez le bip de garde, et là, vous avez 10-15 personnes qui arrivent. En général, la plupart du temps, ça calme les choses. Hein. C'est-à-dire que le patient voit qu'il y a plein de monde autour, ça le contient psychiquement, et ça évite de le contentionner. Bon. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose après, c'est... la contention, si vous voulez, elle s'est développée aussi parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont eu du mal qui se sont dit bon, il vaut mieux attacher les gens que les sédater. Moi, les sédater, donc c'est leur mettre des traitements. Moi, dans mon calcul bénéfice-risque à moi en tant que psychiatre, je préférais que les gens dorment pendant 2 jours et après diminuer les traitements et puis qu'ils reviennent, plutôt que de les attacher. Parce que j'ai jamais eu de discours comme il est raconté là sur les traitements, et surtout ça permet de s'ajuster vraiment très vite. Donc, si vous voulez, ce que la entre guillemets contention chimique dans ces moments-là, nous on avait recours à ça et puis à l'isolement parce qu'on n'avait pas réussi à ne pas faire avec des isolements, suffisait largement. Aux urgences, ce n'est pas la même chose. Encore une fois, je n'ai pas travaillé aux urgences, je ne pourrais pas témoigner d'une pratique aux urgences. Donc je ne peux pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est qu'avoir déjà des locaux adaptés, parce que la plupart du temps, les urgences générales n'ont pas de lieu psychiatrique. Et donc, si vous n'avez pas un lieu qui est contenant, dans le sens où il ne va pas y avoir trop d'agitation, où il va y avoir des lumières un peu plus tamisées, où ça va être calme, il ne va pas y avoir trop de bruit, il y a tout lieu de croire que ça va peut-être un peu calmer les choses. Et puis en plus, le fait que peut-être il faudra recevoir aussi les familles, vous voyez, c'est un peu ce qui était pratiqué auparavant dans les centres d'accueil et de crise, ça permettait un peu ça, c'est-à-dire qu'on recevait tout le monde assez vite, et ça permettait de ne pas créer de l'agitation supplémentaire. Bon. Après, là aussi, quand la personne s'agite, la plupart du temps, dans les lieux qui n'attachent pas, c'est vous pouvez donner un traitement, une injection, des choses comme ça, et puis la personne va s'endormir, et puis ça va aller. Au CPOA, par exemple, ils ont une grande pratique précédente où il n'y avait pas de contention pendant tout un temps. Maintenant, je ne sais pas où c'en est, mais voilà. Bon. Donc, même dans l'urgence, on peut s'en passer, et votre dernière question sur la question des moyens. En fait, ce que je voulais vous illustrer, c'était de dire que, oui, les moyens l'absence de moyens crée un surplus de contention, mais quand il y a des moyens, il peut y avoir aussi de la contention. C'est ça que je veux vous faire passer comme message, parce que, en fait, et encore une fois, c'est vraiment une question de comment on peut développer des cultures de soins où, en fait, la parole des patients va être respectée. Vraiment, la première des choses, une petite histoire comme ça, c'est quand vous avez quelqu'un qui délire, par exemple, je me suis fait violer par le diable. Si vous lui dites, non, monsieur, madame, ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est des mensonges, la personne, ça va l'agiter parce que c'est son vécu. Si vous dites, bon, ok, je vous crois, mais je suis pas convaincu, et puis que derrière ce qu'elle vous délire, là, vous dites, en fait, peut-être qu'il y a une histoire de viol, d'inceste ou quoi derrière son délire, c'est-à-dire que son délire va permettre de mettre en scène, de dire quelque chose de ce qui lui est peut-être arrivé, ça nous met, nous les soignants, dans une autre disposition, voyez, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre. Et en fait, je crois que être dans un abord compréhensif et pas juste de réduction de symptômes, d'agitation, au fond, on peut dire que l'agitation, la violence est un symptôme. Donc nous, on est là pour traiter ce qui provoque les symptômes. Ah oui, alors, et les infirmiers psy, oui, merci de me rappeler. Ouais. En fait, si vous voulez, je pense que ce qu'il y avait
de premier dans la formation des ISP, c'est qu'ils passaient beaucoup de temps en formation avec les patients psychiatriques. C'est-à-dire qu'ils étaient dans les services très jeunes. D'abord, c'était les infirmiers qui, la plupart du temps, étaient issus, ils avaient d'autres parcours, c'était des gens qui travaillaient avant, qui reprenaient des études, etc., qui avaient besoin d'argent tout de suite, on peut dire, et donc la formation, elle était payée au départ. Hein. Et donc, ils apprenaient le métier dans la rencontre avec les patients. Moi d'ailleurs c'est un peu comme ça que j'ai appris le métier de psychiatre, j'ai rencontré les patients d'abord en faisant plein de stages et tout ça, mais avant même mon internat et du coup ça modifie la façon de rentrer en relation. C'est-à-dire que quand les gens délirent, vous n'allez pas leur tenir grief qu'ils délirent, c'est pas grave, hein, et puis on va essayer de comprendre ce qu'il dit et on va s'ajuster. Là, si vous voulez, le fait que la formation initiale dans les IFSI, donc les lieux de formation en soins infirmiers, il y a déjà très peu de modules de psychiatrie. Ils passent en stage de manière très rapide. Et puis, en fait, la psychiatrie, comme il y a quand même eu beaucoup de sécuritaires depuis quand même pas mal de temps maintenant, les formations psychiatriques, elles sont quand même aussi empreintes de ce sécuritaire-là, c'est-à-dire où on va transmettre sans trop le vouloir la peur des patients, en fait. Vous voyez ? Et ça, je crois que c'est un grand problème, parce que moins on a peur des patients, mieux ça se passe, en fait, plus ça se passe bien. Donc il y a un gros travail de formation, mais aussi des psychiatres, hein, parce que la formation actuelle des psychiatres, là aussi, depuis que ça a été repris en main de manière très impérative, on peut dire, par les universitaires de psychiatrie, les gens passent beaucoup moins dans les services de psychiatrie ordinaire, de secteur. Maintenant, ils doivent quasiment faire que des stages en service universitaire, où on ne voit pas les mêmes patients, parce qu'il y a des services universitaires où c'est des soins libres, surtout. Donc, si vous voulez, il y a tout un tas de choses. La formation est importante, et aussi, dans les facs de médecine, ce que les étudiants en médecine peuvent dire et où ils sont sensibles, et c'est ce que je vous disais au départ, c'est quand les patients viennent leur raconter c'est quoi la psychiatrie, comment eux voient ce que c'est que des soins, comment relatent leurs expériences. Ça c'est vraiment l'avenir, je pense, pour la formation, qui est des formations faites à partir des patients, de leur vécu, des pères aidants, et tout ça. Vraiment, ça, c'est l'avenir. Ok. Avant de passer la parole à qui la voudra, je voudrais vous raconter une petite expérience que j'ai vécue il n'y a pas tellement longtemps, enfin si quand même. J'étais maire à l'époque. Et pendant mes rendez-vous, on m'appelle en me disant « Monsieur le maire, il faut que vous veniez vite, on a un Fort Chabrol qui est en train de s'installer au centre-ville. » Donc j'y vais. Et quand je suis arrivé, il y avait le préfet, le procureur, les gendarmes et le GIGN. Et on me dit « C'est un tel, il est enfermé dans son appartement, il menace de tout faire exploser. » En plein centre-ville, c'était quand même assez angoissant. Et on savait que c'était un malade psychiatrique, donc on appelle le psychiatre qui s'en occupe. Le psychiatre arrive, il dit ouf, excusez-moi, hein, mais je le connais mal, il est dangereux, je sais qu'il est dangereux, je ne pense pas qu'on va arriver à trouver une solution. Et le GIGN dit à ce moment-là, il reste une seule solution, c'est nous. Et à ce moment-là, le psychiatre dit on va quand même appeler son infirmière psychiatrique. Et l'infirmière psychiatrique est arrivée. Oh, mais je le connais, ne vous inquiétez pas, je vais y aller. Alors, non, n'y allez pas, vous allez vous faire tuer. J'y vais. Elle y est allée. 1 heure après, tout était réglé. On avait dérangé le GIGN, la gendarmerie, le préfet, le procureur et le maire. On aurait appelé l'infirmière, c'était réglé de suite. Ça, c'est le premier point. Puis, deuxième point, en écoutant monsieur, qui est tout jeune, donc il ne doit pas connaître, mais ça me rappelle le film de Milos Forman, quand même. Hein. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Je suis jeune, mais quand même. Ça se voit. Vas-y. Mets du son. Non, à Madame Le Houerou. Mets du son. Je voulais prolonger la question de la formation. Je ne connais pas bien, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une formation généraliste, entre guillemets. Et puis ensuite, il y a quand même des spécialités. On a aujourd'hui des infirmiers qui peuvent se spécialiser dans l'accompagnement de la santé mentale, sauf erreur de ma part. Donc comment ça se passe pour il y a aussi des référentiels de formation, parce que c'est bien un problème de formation là que vous évoquez et de manière d'accompagner. Moi, j'ai pu échanger avec
des professionnels psychiatres et puis infirmiers psy dans des établissements d'accueil de personnes en difficulté psychique. Et puis sur la contention, ce qui revient tout le temps, c'est le temps de faire. En fait, c'est vraiment le problème de moyens là, que vous avez abordé, tout en disant il n'y a pas que les moyens, mais il y a quand même beaucoup. Enfin, moi j'ai le sentiment de ce que j'ai pu entendre. Il y a quand même beaucoup les moyens, les professionnels, et ils sont les premiers, les plus malheureux, comme vous l'avez dit, à accompagner de manière forcée. Ou, on a dit qu'on n'en parlait pas, mais la contention chimique. Enfin, il y a les deux solutions, entre guillemets, qui s'imposent en situation d'urgence quand on échange avec les professionnels. En fait, si vous voulez, la question de la formation, alors les IPA, vous avez raison, là c'est les infirmières de pratique avancée, enfin les infirmiers de pratique avancée, c'est un nouveau métier. La question c'est comment la formation crée ou pas l'appétence pour la relation. C'est-à-dire que si vous êtes un super technicien, juste des médicaments, etc., et que vous ne faites pas ce qu'a fait l'infirmière là, dans votre histoire, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui a soigné, là, c'est la relation. Je le connais. Donc, pour le connaître, il fallait qu'elle soit là depuis un certain temps, qu'elle soit inscrite dans son paysage depuis un certain temps, donc qu'elle ne soit pas dans le turnover, et que, bon, vous voyez, donc là, il y a tout, dans votre petite histoire, il y a toute la chaîne. C'est-à-dire, et elle n'avait pas peur. Bon. En fait, la formation des IPA, alors là aussi, je ne connais pas bien directement, donc est-ce que ça devient des super techniciens de surface psychique ou est-ce que ça devient des techniciens de la relation? Vous voyez, c'est pas la même chose. C'est comme les psychiatres. Les psychiatres, les internes, là, on les pousse plutôt à être des super techniciens des médicaments. Mais comme le disent les associations de patients, plus la consultation est courte, plus l'ordonnance est longue. Et puis ils disent aussi de l'écoute, pas que des gouttes. Je crois que être dans une disposition d'écoute, par exemple, de moins en moins, les psychiatres sont formés aux abords psychothérapeutiques. Vous n'avez pas besoin de faire des psychothérapies, mais le fait de savoir comment on parle, comment on fait, comment on se place, etc., voilà, ça change un peu les choses, vous voyez. Donc en fait, les formations, il faudrait voir, par exemple, vous avez plein de formations qui sont beaucoup aimées dans les hôpitaux, c'est les formations Oméga, hein, c'est-à-dire les formations à la désescalade, mais selon une grille assez comportementale, c'est-à-dire on va analyser juste le moment de violence, quoi. Et à la fin des fins, on va dire bah, c'est dommage, vous n'êtes pas calmé, on va vous sauter dessus. Alors ça rassure les équipes parce qu'il y a une technique, on peut dire, mais en fait ça ne traite pas le fond du problème. C'est-à-dire le fond du problème, c'est comment on envisage des lieux de soins un peu plus bienveillants, quoi. Vous voyez. Donc ça c'est la première chose. Et comment on crée des formations qui favorisent être proche des patients, quoi. Et en fait, les gens, en effet, vous venez de dire le mot sécurité, la peur, je vous assure, elle est vraiment présente. Les gens ont de plus en plus peur, parce qu'ils sont de moins en moins en contact. Hein. Ils sont de plus en plus devant leurs ordinateurs, devant leurs smartphones aussi, hein, dans les services de psychiatrie. Les soignants, beaucoup sont sur leur téléphone. Et donc, si vous voulez, c'est pas mal d'être avec les patients au contact. Ça permet de désescalader énormément de choses. Et ça aussi, il y a cette disposition, elle doit être à la fois transmise dans les formations, mais aussi, c'est aussi un travail de formation permanent dans les lieux de soins. C'est pas la même chose quand vous êtes jeune infirmier ou jeune psychiatre, enfin interne ou étudiant, quand vous arrivez dans un service où on va prendre le temps avec les patients, ou un service où on va faire l'abattage, quoi. Vous voyez, ça ne met pas dans les mêmes dispositions. Et puis, par ailleurs, je peux, sur la question du temps, je vais vous raconter une histoire, là, j'en parle dans le livre, c'est une petite vignette clinique. Il y avait un patient comme ça, un samedi matin, j'étais de garde à l'hôpital, là, parce que les astreintes, on doit faire les certificats, etc. Et donc je suis appelé, le bip de garde sonne et tout ça. C'était un jeune homme qui était en chambre d'isolement et il fallait prescrire une contention parce qu'il s'était agité. C'était quelqu'un que je connaissais parce qu'il était d'un autre service. Et en fait, quand je venais le samedi matin, souvent il était en chambre d'isolement, donc je faisais les certificats. Et donc, en général, on parlait de voitures. Il avait un intérêt spécifique sur les voitures. Donc, il me demandait quelle voiture j'avais, je répondais. Et puis, bon, voilà, ça faisait une petite chose comme ça, quoi.
Bon, et donc c'était lui. Et alors, à ce moment-là, moi j'arrive dans la chambre d'isolement, il y avait 9 personnes autour, l'équipe me dit, ouais, il faut l'attacher parce qu'il a failli sauter sur une collègue et tout ça. Bon. Et puis, il y avait le renfort, j'avais de la chance, puisqu'il y avait 2 de mes collègues infirmiers du service qui étaient là. Et puis, donc, on prend un peu le temps, et moi, quand je sens qu'une situation craint, j'ai une petite manifestation corporelle. J'ai la nuque qui me gratte, je me dis, oula, là, c'est tendu. Là, j'avais pas ça. Bon. Et du coup, je me rapproche un peu de lui. Il était sur le sol, enfin, les toilettes scellées de la chambre d'isolement, avec les gens autour. Il y avait des selles un peu partout sur les murs, tout ça. Et puis, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il ne dit pas grand-chose, il était tendu. Et puis, à un moment donné, avec les 2 collègues infirmiers, on se regarde, et puis on fait comme ça. Oui. Et alors, je lui dis, est-ce que vous accepteriez qu'on vous fasse un massage, qu'on vous enveloppe dans un drap, voilà, comme ça, qu'on vous enveloppe? Et là, il se relève la tête, et puis il me regarde. Bon. Et puis il fait comme ça, il me dit oui. Bon, il parlait qu'à moitié, hein, parce qu'il avait plutôt des troubles assez autistiques. Bon, et à ce moment-là, on prend un drap avec mes collègues, et puis moi je commence à lui masser la tête, les collègues à lui masser les bras, les jambes. Et puis ça dure comme ça 3 quarts d'heure. À un moment donné, dans le parc de l'hôpital, il y a une voiture qui klaxonne. Et puis je lui dis, je me rappelle des histoires de bagnole, et puis je lui dis, bah, tiens, ça pourrait être quoi comme voiture? Et là, il dit, voiture maman. Je suis, ah bon, mais elle a quoi votre mère comme voiture? Voiture maman, voiture maman. Là, il y a une infirmière du service qui dit, mais c'est vrai que sa mère, elle devait venir le voir mardi. On est samedi, elle n'est pas venue. Ah bon? Et puis alors du coup, on me dit, bah, ça se trouve, l'agitation, là, ça vient du fait que sa mère devait venir, elle n'est pas venue, pour tout un tas de raisons. Peut-être qu'il y avait un sens à son agitation, quoi. Bon. Donc on continue à le masser, il se détend, tout ça. Bon. Et puis à la fin, on sort de la chambre d'isolement, je modifie un peu les traitements, etc. Mais il n'était pas attaché. Et puis ça a tenu plusieurs jours comme ça. Et après, les collègues de ce service ont dit, ah, mais est-ce qu'on ne pourrait pas être formé au massage enveloppant et tout ça? Bon. En fait, si vous voulez, cette technique-là d'enveloppement, c'est pas ça le problème. Ça permet d'être dans une certaine disposition où le corps des patients, on va s'intéresser à leur corps vécu. Ce qui ne va pas dans la contention, c'est que les gens, on les attache et après, on les laisse seuls. En fait, dans les moments où les gens vont pas bien, il faut être là avec eux. Alors quand ils sont trop persécutés dans le contact, il faut être un peu à distance, mais il faut maintenir une présence quand même, vous voyez. Donc, bah, en termes, vous voyez, ça, il y a plein de dispositifs comme ça qui permettent, par exemple, j'ai été visiter une clinique là en banlieue parisienne où ils ont fait tout un travail de désescalade avec une salle d'apaisement, une salle snooze-hélène, d'hypostimulation, tout un tas de trucs avant d'arriver à la chambre d'isolement, voyez. Bah ça, et du coup, les soignants s'en sont saisis et ça permet de diminuer les recours. Et les patients eux-mêmes, après, demandent, tiens, je voudrais aller dans la salle d'apaisement, je veux écouter de la musique douce, vous voyez. C'est-à-dire, plus on développe des dispositifs intermédiaires, et en fait, plus on a de chances de se passer du dispositif le plus contraignant qui soit. Voilà. Non, c'est pas une question, mais oui. Moi, je remarque simplement que la contention demande du temps aussi. Parce qu'on a l'air de dire on manque de temps, on manque de moyens, et en fin de compte, quand vous arrivez, il y a déjà 9 personnes, tout le monde a été appelé. On peut être appelé pour des techniques de désescalade pareilles. Moi, je crois qu'effectivement, alors que je suis quand même souvent... je commence souvent par le manque de moyens. Je pense que là, c'est vraiment culturel. Il faudrait comprendre pourquoi, alors pour le coup, ça a diminué cette pratique et pourquoi que 15%. Enfin, mais c'est juste quel parallèle avec, je ne sais pas, ce qui se passe dans la société aussi de façon plus générale, parce que ça a été plus important, on est bien d'accord, de ne pas recourir. Et pourquoi maintenant c'est un petit village gaulois seulement de 15% qui fait sans contention? Mais c'est déjà beaucoup, moi je trouve 15%, c'est ça qui est bien. Je ne pensais pas que c'était autant. Donc c'est formidable déjà que ça soit 15%, donc on espère que ça va augmenter. Mais je pense qu'il faut aussi se dire que les portes des lieux de soins se sont fermées. Moi je pense qu'il y a un rapport entre des portes ouvertes
et les contentions et portes fermées. C'est-à-dire le fait que quand les gens se sentent pas bien, qu'ils aillent faire un petit tour là, dans le parc en disant là, ils commencent à me casser les bonbons là tous, j'ai besoin de prendre l'air. Là, il y a un témoignage comme ça, bon, je vous le laisserai, où en fait, la façon dont la personne, pour se calmer, c'était de courir. Il dit quand il y a de la pluie, c'est un peu mieux parce que je sens mieux les limites de mon corps. Bon. Si vous avez une porte qui est fermée, il ne peut pas aller courir dehors. Et puis du coup, les gens vont dire, oh là là, il s'agite, il faut appeler le renfort. Et puis vous voyez. Donc il y a ça aussi, je crois. Et les portes se sont fermées aussi, comme beaucoup de choses de la société où ça peut se fermer. Bon. Mais tout ça, je pense que il faut essayer de se décloisonner aussi un petit peu dans nos têtes, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère les patients comme étant notre prochain, et ça peut nous arriver à toutes et tous, d'aller pas bien, d'être hospitalisé, voilà, il suffit qu'on soit traumatisé par quelque chose pour s'effondrer, et d'arriver en psychiatrie, ça peut arriver à tout le monde. À partir du moment où on se dit ça, déjà on se met dans une autre disposition qu'il y a les malades mentaux d'un côté et puis il y a nous de l'autre. Voyez, et ça, je crois que c'est un... Alors on dit souvent il faut déstigmatiser, les campagnes de déstigmatisation, la grande cause nationale, tout ça. Bon, tout ça c'est très bien, mais ça concerne tout le monde, notamment les soignants et puis les directions des hôpitaux et les patients eux-mêmes aussi. Oui, oui. Et puis la peur aussi de ce que ça nous renvoie à toutes et tous en tant qu'êtres humains, quoi. Voilà, c'est ces choses qu'on ne comprend pas. Ben oui. C'était juste pour les remerciements. Bonne soirée. Merci à vous. Et puis, de toute façon, il faut quand même que vous sachiez que l'AMEX ne rendra pas de rapport sur cette soirée et les suivantes avant l'année prochaine. La 2025 est occupée par 2 autres rapports. On n'aura donc pas le temps ni les moyens de mettre en place un rapport sur le sujet, mais l'année prochaine, ce sera le premier sujet. Et on commence maintenant, comme ça au moins, on sera bien armé par la suite.